Bonjour à toutes et tous. Nous avons l'honneur ce matin que le commandant Gilles Romani, de passage à Marseille, veuille bien consacrer un moment de son temps au Cercle Sully pour répondre à quelques questions. Bonjour commandant. Bonjour. Vous êtes connu pour avoir arrêté en 2001 le tueur en série Jacques Pullman. Vous êtes d'ailleurs passé à l'émission Faites entrer l'accusé. Et l'émission s'appelait Jacques Pullman, le fantôme de Kehl. On a beaucoup parlé de votre intervention, mais pas tellement de l'équipe qui était avec vous. Comment se passe le travail de toute une équipe pour arriver à un résultat comme celui-là? Alors Strasbourg est ce qu'on appelle un petit à l'échelle nationale service de PJ. Ce n'est pas Bordeaux, c'est pas Marseille. Donc vous avez une division criminelle qui n'a jamais excédé les 25 fonctionnaires. Et vous divisez cette division en 3 brigades. Donc vous avez une brigade criminelle qui, au gré des arrivées et des départs, varie de 6 à 9 fonctionnaires. Vous avez un groupe stupéfiant, vous avez un groupe banditisme. Donc il est évident, lorsque l'une de ces brigades est saisie, notamment la brigade criminelle pour un meurtre, que l'effectif de la seule brigade n'est pas suffisant. Donc nous avons des habitudes qui consistent à demander aux autres services de nous aider. Alors, en général, chacun est sollicité dans ce qui est son domaine de compétence. Lorsque vous avez une affaire criminelle, un meurtre, tout ce qui relève directement de la scène de crime, que l'on exploite avec la police technique et scientifique, des auditions des proches, des perquisitions au domicile, relève de la brigade criminelle. Mais par contre, la téléphonie, des choses comme techniques, sont très souvent faites par les stupéfiants qui ont l'habitude, dans leurs activités, d'utiliser beaucoup tout ce qui est téléphonie. Si vous avez des vérifications financières, nous adressons carrément à la division financière qui a l'habitude de faire le suivi d'une carte bancaire, l'historique des dépenses ou du budget d'une personne. Donc nous sollicitons tous ces services pour des points et ça dégage d'autant les fonctionnaires de la brigade criminelle qui peuvent s'en consacrer au cœur de l'enquête. Il y a des superbes séries policières françaises à la télévision. Est-ce que elles sont vraiment dans le vrai sujet, comment se passe une action? Est-ce qu'il y a une différence? Comment ça se passe? Au fil des années, je trouve que les séries policières deviennent de plus en plus réalistes. Elles intègrent les nouveaux éléments d'enquête, les éléments techniques, la façon de procéder, la façon de se comporter des fonctionnaires de police. Le réalisme y est à ce niveau-là. Avec une limite, j'y mettrais un bémol, c'est que la série policière, par définition, vous avez un épisode qui fait à peu près 1 heure, et vous savez qu'à l'issue de cet épisode, vous aurez le meurtrier identifié et interpellé. Et donc, automatiquement, le meurtrier fait partie, dès le départ du casting, des personnages qu'on vous présente. Malheureusement, ce serait bien simple, dans la réalité, ce n'est pas ça. Notamment lorsque vous avez affaire à un milieu ouvert, à un meurtre en milieu ouvert, automatiquement, vous ne trouvez pas le meurtrier dans les proches de la victime. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que dans les séries policières, malheureusement. Et comment faites-vous alors pour avoir une piste? Lorsque vous avez une victime, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez la victime qui est identifiée tout de suite. L'enquête démarre automatiquement sur l'avis de la victime. Dans 90% des cas, l'auteur du meurtre fait partie de l'environnement de la victime. Lorsque par contre vous avez une victime qui n'est pas identifiée ou qui est retrouvée morte, un corps simplement, même parfois ancien, qui est retrouvé en milieu ouvert, en forêt, dans un lieu isolé, sous une tente abandonnée, c'est beaucoup plus compliqué. Et bon, c'est très compliqué, ça on le comprend très bien, mais vous devez quand même vous dire bon ben je vais commencer par ça ou par ça, Dans la mesure, quand vous avez le cas de la victime qui est identifiée immédiatement, la première chose, et très souvent ça va avec l'avis à la famille, pour les aviser malheureusement du décès de leurs proches, une perquisition au domicile de la victime. Et ça doit être très traumatisant pour la famille qui apprend par le même coup la mort de leurs proches et qui en même temps ont une perquisition. On sait que les perquisitions, ça n'a rien d'agréable. Comment est-ce que vous arrivez à le faire passer sans trop,
je vais dire sans trop traumatiser, comment réagissent la famille et comment faites-vous? Parce que c'est pas quelque chose qui soit très évident, je pense. Bah, vous avez le cas de figure où la victime, personne jeune, moins jeune, qui habitait encore avec sa famille, avec ses proches, là, effectivement, vous allez procéder à une fouille de sa chambre. Alors, ça peut effectivement être traumatisant pour les proches, puisque vous-même, vous allez fouiller dans l'intimité de la personne qu'ils ont perdue, d'une façon qu'eux-mêmes n'ont jamais osé faire. Prenons le cas d'une jeune fille, ça m'est arrivé de retrouver une jeune fille décédée, où vous retrouvez carrément son cahier, comme son journal personnel, avec tout ce qu'elle y consignait, des choses que les parents n'avaient jamais lues. Donc vous rentrez dans une part cachée de la personne, de la défunte ou du défunt, que ses proches ne connaissaient pas. Donc c'est un double traumatisme effectivement, parce que parfois les gens découvrent que leurs proches n'avaient pas la vie qu'ils pensaient qu'ils avaient. Et malheureusement, très souvent, les mobiles ou les circonstances qui amènent au meurtre se trouvent dans cette partie moins connue des proches. Oui, ça doit pas être facile tous les jours. Non, c'est du relationnel. C'est pour ça que les fonctionnaires de brigade criminelle, quelque part, font l'objet d'une sélection un petit peu particulière. Disons qu'il faut, je me rappelle d'une émission qui a été faite par des collègues de la criminelle de Versailles. Un fonctionnaire de criminel, c'est pratiquement un miroir. C'est-à-dire, lorsque vous voyez les gens, il faut que les gens n'aient pas l'impression de subir une certaine pression, que ce soit des témoins, que ce soit des suspects. Il faut les mettre, les gens, dans une configuration où ils ont envie de dire tout ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous-même, vous disparaissez. C'est eux qui ont envie de s'exprimer, vous devez aller à l'encontre des gens, leur tendre la main, mais en même temps ne pas exister. C'est-à-dire un policier qui part d'un autre côté pour être un très bon policier de stupéfiants ou dans d'autres domaines, pourrait ne pas être un bon policier de brigade criminelle parce qu'il est une présence trop forte, une personnalité trop extériorisée, et à ce moment-là, ça ne marcherait pas. Ça me fait penser à une excellente série, l'art du meurtre, je crois que ça s'appelle comme ça, où on parle justement, c'est un policier de la criminelle qui passe au service des recherches des tableaux volés, de tout ça. Est-ce que dans cette série, justement, est-ce que tout est vrai? Est-ce que... Alors déjà, la série met en scène effectivement des fonctionnaires de ce qu'on appelle l'OCBC, l'Office central des biens culturels. Alors, ce qui établit un lien entre cet office et les brigades criminelles, c'est que dans chaque SRPJ, vous avez un correspondant de l'Office central des biens culturels, qui est la personne légèrement formée sur les biens culturels, qui est chargé de servir de lien régional avec cet office central de la police judiciaire qui se trouve, lui, à Paris. Et ces fonctionnaires qui servent de lien se trouvent dans les brigades criminelles. Ceci dit, lorsque vous regardez cette série, il y a quand même une invraisemblance majeure dans la série, c'est que ce service est spécialisé dans l'enquête sur tout ce qui est vol objets d'art, œuvres d'art, y compris à l'international. Mais par contre, si l'affaire se prend en compte un meurtre, le meurtre ne restera pas à l'Office central du bien culturel. On comprend bien que pour la série, l'idée était de mélanger le milieu artistique avec l'enquête sur un meurtre qui serait en lien justement avec ce contexte culturel, mais malheureusement, là, ça n'est pas tout à fait réaliste. C'est dommage parce que c'est une série qui sort vraiment un peu de l'ordinaire, qui a d'autres liens avec avec l'art, donc on apprend pas mal de choses. Mais je la trouve quand même excellente. Mais c'est Oui, une non, mais opinion de toute façon, personnelle. du temps que je m'occupais de la brigade criminelle, il m'est arrivé de porter assistance justement sur des œuvres d'art. Nous avions notamment travaillé sur l'affaire d'un monsieur qui s'appelait Stéphane Breitwieser, qui était très connu comme étant le voleur d'objets d'art dans les musées. Ce monsieur avait volé des dizaines et des dizaines d'objets d'art de petite taille, puisqu'il arrivait à les sortir sous un manteau. Et à ce moment-là, s'en prenait qu'au musée qui n'avait que des mesures de protection un peu légères. Et cette affaire, tout en étant brigade criminelle, nous y avions participé. Je vais vous poser une dernière question, parce que je ne veux pas trop vous prendre votre temps non plus, vous êtes en vacances. Dans les années 50, je me rappelle que pour le jour de l'an, les personnes mettaient des bouteilles de mousseux
tout autour des ronds-points où se tenaient les agents de la circulation. Donc, quelque part, on va dire que la police était non seulement respectée, mais que quelque part, on l'appréciait. Or, maintenant, il y a une telle différence entre ce qu'on lit sur les réseaux sociaux de certaines personnes, de ce qui se passe dans les manifestations et tout ça. Comment a-t-on pu en arriver là? Bon, je mettrai en cause un certain nombre de choses. Bon, l'évolution de la société. Actuellement, les gens sont devenus beaucoup plus individualistes. La police, malheureusement, dans son fonctionnement avec la société, est à la fois un élément d'aide du citoyen, mais aussi un élément de contrainte. Et on a l'impression que dans l'évolution de la société, moins en moins de gens acceptent les contraintes. Donc on a tendance à stigmatiser sur la police le fait que ce serait uniquement la contrainte, son interaction avec la société. Les réseaux ont beaucoup joué aussi, parce que tous les jours vous regardez, vous voyez par exemple des mises en cause de services de police pour soi-disant des faits de violence, et vous apercevez après, en voyant sur un autre site, qu'une seule partie de la vidéo a été prise, c'était l'intervention du policier, alors qu'auparavant le policier lui-même avait été agressé. Vous voyez. Et les réseaux l'internet a dû jouer beaucoup. Après, je dirais que cette chute de considération pour la police n'a pas affecté tous les services. Moi, ayant été les dernières années en police judiciaire, notamment en brigade criminelle, je vous garantis que lorsque vous arrivez avec une carte de visite brigade criminelle ou police judiciaire, la baisse de considération n'y est pas. Vous avez toujours droit à un certain respect. Et j'ai oublié une chose principale, commandant. C'était que vous fassiez vous-même votre présentation. Alors, nous allons... Qui êtes-vous? Nous allons rattraper cet oubli. Je m'appelle Gilles Romani, donc j'ai été commandant de police en fonction à la police judiciaire de Strasbourg de 1994 à 2013, date de mon départ en retraite. Et pendant 8 ans, j'étais responsable de la brigade criminelle de la PJ de Strasbourg. Alors, faut pas se leurrer, une brigade criminelle, c'est pour ça que je vous disais que nous nous occupions aussi d'œuvres d'art et de choses comme ça, c'est qu'une brigade criminelle, si elle ne devait fonctionner que sur les meurtres, et heureusement, il n'y en a pas tant que ça, là aussi, on stigmatise tous les jours le fait que la France devient très violente, qu'il y a beaucoup de meurtres. Que je sache, je n'ai pas les dernières statistiques n'étant plus en activité, mais vous n'avez jamais eu en France plus de 1000 meurtres, ça n'a jamais dépassé le chiffre de 1000 meurtres par an. Donc une PJ comme Strasbourg, puisque vous éliminez les meurtres où l'auteur est arrêté immédiatement, les meurtres intrafamiliaux, malheureusement très fréquents, nous avions 2-3 saisines de meurtres par an. Donc en 8 ans, je dirais que j'ai traité une quinzaine de meurtres. Bien, commandant, je vous remercie beaucoup pour ces quelques minutes que vous avez accordées. Et j'espère que bientôt j'aurai une prochaine interview aussi intéressante à présenter aux auditeurs du Cercle Sully. Je vous remercie. Merci. Au revoir. C'est bon là?